Giraffe Land Kids. Salut et bienvenue. Nous aimons manger du chocolat ou de la charcuterie, mais en consommant ces produits, on contribue à détruire la forêt tropicale. Prenons l'exemple de l'élevage. En Europe, cochons, bovins et volailles sont nourris au soja qui provient souvent du Brésil. Là-bas, on brûle la forêt amazonienne pour en planter. Même constat pour l'huile de palme que l'on retrouve dans de nombreuses pâtisseries. Là, c'est la forêt tropicale qui est détruite en Asie du Sud-Est. Alors, pour ne pas encourager ces destructions, l'Union européenne veut agir. Elle prévoit de mieux contrôler l'origine de ces importations. On vous explique. En Indonésie, des hectares de forêt sont rasés pour produire de l'huile de palme. Un désastre à l'autre bout de la planète, mais qui engage notre responsabilité. Car l'Europe importe aussi des produits contenant de l'huile de palme. Après la Chine, l'Union européenne est même le deuxième acteur de la déforestation associé à l'achat de ce genre de produits. Parmi eux, le chocolat, un sac en cuir ou encore du café. Pour lutter contre ce phénomène, l'Union européenne a un plan. Depuis 1990, nous avons perdu 420 millions d'hectares de forêt, soit une surface plus grande que l'Union européenne. Notre projet consiste à mettre en place un système de traçage strict. Il nous permettra d'importer uniquement des produits qui ne participent pas à la déforestation et qui sont fabriqués de façon légale. Les entreprises ne respectant pas cette règle devront payer une amende. La loi n'est pas encore en vigueur. Elle doit encore passer par de nombreuses instances politiques. Aujourd'hui, la liste proposée n'est pas assez exhaustive puisqu'elle met de côté d'autres produits qui sont liés à la déforestation comme le maïs, le poulet ou même encore l'EVA pour le caoutchouc. Notre mode de consommation a des effets destructeurs pour toute une partie de la planète. Il faut donc en changer. Autre projet de l'Union européenne, une initiative visant à exporter moins de déchets vers les pays pauvres, car là-bas les règles environnementales qui protègent la population sont souvent inexistantes. Beaucoup pensent plutôt que les Européens doivent recycler plus de déchets eux-mêmes. On vient de le voir, la forêt tropicale souffre. En Europe, ce sont surtout les animaux d'élevage qui souffrent de notre mode de consommation. Car souvent, ils sont enfermés dans des cages minuscules, sans possibilité de sortir en plein air. Les cages pour les truies sont particulièrement critiquées. Les femelles y sont souvent retenues des mois durant, sans possibilité de bouger. Certains éleveurs commencent à renoncer à cette pratique, comme nous allons le voir en Normandie. L'éleveur Nicolas est en avance par rapport à ses collègues. Il fait partie des 5% d'éleveurs français qui laissent leurs truies et leurs porcelets évoluer en case de liberté. C'est une petite avancée pour le confort de l'animal, alors qu'aujourd'hui, la majorité des éleveurs européens placent les truies dans des cages de contention. Elles sont retenues entre des barreaux métalliques pour éviter qu'elles n'écrasent les porcelets et pour gagner de la place. Mais cette amélioration est une décision compliquée à prendre. On a posé longuement le pour et le contre pour savoir si on devait le faire, pas le faire, parce qu'il y a un coût, et au niveau conditions de travail, c'est quand même un peu moins bien que du conventionnel. Et ce changement coûte cher, environ le double des dépenses habituelles et sans obtenir de revenus supplémentaires. Des associations pour une agriculture durable sont là pour aider les éleveurs à effectuer cette transition. On voit qu'il y a des pays qui vraiment prennent de l'avance là-dessus. On voit que le cadre européen va changer et que donc il faut s'assurer d'accompagner les éleveurs maintenant pour pas qu'ils ne se retrouvent à la traîne et ayant fait des mauvais investissements. Des règles sont peu à peu mises en place. L'Union européenne s'est engagée à transformer sa loi d'ici 2 ans. Et en Allemagne, les producteurs doivent modifier leur équipement pour 2035. En Europe, plusieurs pays ont déjà pris les devants. La Suède, la Norvège ou encore la Suisse ont d'ores et déjà mis en place les cases de liberté. Passons à l'une de vos questions. Place à Tom, qui nous écrit qu'il serait très content qu'on lui réponde. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on le fait, Tom. Tu veux savoir pourquoi l'homme de Néandertal a disparu? On voit ça tout de suite. L'homme de Néandertal a disparu soudainement il y a 40 000 ans. Pour l'expliquer, les scientifiques ont des avis différents. Les Néandertaliens ont colonisé un temps une grande partie de l'Europe. Ils étaient en fait très peu nombreux, 70 000 au maximum, soit environ la capacité du stade Vélodrome de Marseille. Les Néandertaliens vivaient en très petits groupes, ce qui n'était pas propice à leur reproduction. Ils ont aussi dû affronter les fortes variations des températures de la dernière période glaciaire. Autre explication, 20 000 ans avant la disparition des hommes de Néandertal, les Homo sapiens sont arrivés en Europe.
Et nos ancêtres avaient une longueur d'avance. Ils étaient plus avancés au niveau technique et culturel, ils vivaient dans des groupes plus importants et surtout, ils changeaient souvent de partenaires, contrairement aux Néandertaliens. Les deux espèces ont même eu des enfants entre eux. Nous en sommes la preuve vivante. Aujourd'hui encore, nous portons en moyenne près de 2% de gènes néandertaliens. Quant à savoir ce qui a provoqué l'extinction de l'homme de Néandertal, le mystère reste entier, du moins pour l'instant. Notre journal d'info est déjà terminé. Dimanche, dans le Mac Junior, on vous emmènera dans un village de l'Arctique canadien où les habitants essayent tant bien que mal de s'adapter au changement climatique. Allez, à plus, ciao!